qui ont accepté de faire cette présentation sur ce sujet combien important qu'est la conformité. Je profite pour remercier la trésorière du conseil d'administration de l'AMCHAM, Madame Deborah Stark, qui sera la modératrice de ce débat. Renforcer l'intégrité du secteur financier haïtien doit être au centre de nos priorités, et cela concerne chaque citoyen. Il est donc important de tirer la sonnette d'alarme, de permettre aux entrepreneurs et au public en général de prendre conscience des enjeux auxquels nous, Haïtiens, serons confrontés si nous ne redressons pas la barre au plus vite. Il est aussi de notre devoir de sensibiliser les membres du gouvernement afin qu'eux soient conscientisés aux conséquences de ne pas être en conformité et de ne pas légiférer. Je vous invite à suivre attentivement les interventions de nos différents panélistes, mais aussi à participer, à poser des questions, afin qu'ensemble, nous puissions dégager des pistes de solutions pour ensuite implanter rapidement dans nos institutions les bonnes pratiques pour pallier ce problème. Je vous informe déjà que le gouverneur devra partir à 10h30, donc sans plus tarder, je l'invite à prendre la parole sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la AMCHAM, Mesdames, Messieurs, les membres de la AMCHAM, chers panélistes, je veux vraiment vous remercier et remercier la AMCHAM de m'avoir invité à intervenir sur ce thème combien approprié. Conformité. Pas seulement l'affaire des banques, mais de tout un chacun. Chers amis, vous abordez un pilier fondamental pour le système financier, mais qui devrait intéresser tout un chacun. Les dirigeants du secteur privé, les dirigeants du secteur public. En un mot, tous ceux intéressés à l'amélioration du climat des affaires et à son attractivité. La réglementation internationale a rendu la notion de conformité ou encore compliance incontournable depuis plusieurs années. Les institutions financières, en premier rang, sont exposées à de multiples risques et la conformité est le secteur est le support qui leur permet de prévenir ces risques. La conformité s'est inscrite dans les activités des banques en Haïti il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il fallait introduire les normes internationales ainsi que la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. La conformité a amené les administrateurs et les dirigeants des banques à mieux comprendre certains risques auxquels les institutions peuvent être confrontées et prendre des mesures internes en vue de les prévenir. Le changement de culture d'entreprise, une nouvelle approche relationnelle avec le client, Know Your Customer, le renforcement de leur système d'information, l'acquisition de logiciels leur permettant de contrôler les opérations quotidiennes et la formation du personnel ont été quelques-uns des outils mis en place pour faire face aux menaces et aux risques.
Aujourd'hui, de quel risque parlons-nous? Quel est le risque majeur pour le secteur privé aujourd'hui? Quel est ce risque? L'un de ces risques, peut-être le plus important, c'est celui de ne pas être en mesure d'effectuer des transactions financières internationales, ou encore que les dites transactions deviennent plus coûteuses et plus longues à effectuer. Pourquoi est-ce un risque majeur aujourd'hui et pas avant? Pourquoi un risque majeur encore plus aujourd'hui qu'autrefois? Parce que Haïti est placé sur une liste dénommée la liste grise depuis juin 2021 et est tenu de faire des réformes stratégiques dans son dispositif de lutte anti-blanchiment pour quitter cette liste. Et on a jusqu'à juin 2023. Avec le temps, la notion de conformité a évolué pour englober la prévention de tous les risques et est devenue une fonction pivot du contrôle interne de toute institution financière. Évoluant dans un environnement régulé, le risque de non-conformité, entre autres, peut aboutir, selon le scénario, au retrait de la licence de fonctionnement pour les institutions financières. Et je sais que les institutions financières sont très imbues de toutes les régulations qui sont mises en place par la Banque centrale. Et certainement, il y en a encore d'autres régulations à venir. Qu'il s'agisse des banques et des autres catégories d'institutions financières, divers facteurs peuvent impacter l'espace dans lequel évolue toute entreprise. En dehors de l'environnement économique et politique, le juridique, la technologie, les questions environnementales ne doivent pas être minimisées. Aujourd'hui, quand on parle de conformité, ce n'est pas seulement du côté juridique, ce n'est pas seulement du côté réglementaire, mais on parle de conformité aussi de plus en plus au niveau technologique. Et de plus en plus, on devra parler de conformité au niveau environnemental. Si l'on comprend bien que le classement d'un pays aujourd'hui, dans le futur, va se situer autour de 3 piliers. La technologie, la mondialisation, quelle est la place du pays dans l'environnement global, ce fameux village global, et bien sûr, les réponses au changement climatique. Pour l'instant, au niveau des institutions financières, nous n'avons pas de régulation spéciale. Mais dans beaucoup de pays, ces régulations sont en place. Il faut s'attendre aussi qu'en Haïti, ces régulations vont être mises en place aussi. Toute entreprise commerciale ou industrielle doit être en mesure d'évaluer les risques liés à son secteur d'activité et à l'environnement global. Un comportement qualifié d'hors norme peut coûter cher et amener l'entreprise à fermer ses portes. Dans ce sens, la conformité est une activité requise pour mettre en place les bonnes pratiques dans des institutions qui ne sont pas régulées au même titre que les institutions financières. Dès lors, on peut parler de code de conduite, de questions d'éthique, de respect des lois, de fiscalité, de mécanismes de prévention de l'entreprise à son utilisation à des activités illégales. On peut citer le blanchiment, la fraude, la corruption. Le champ d'action de la conformité est très varié. Le fait que Haïti soit placé sur la liste grise, on peut le voir comme une pierre d'achoppement à un environnement d'affaires,
attractif. Mais nous pouvons aussi le voir comme une opportunité de mettre de l'ordre. C'est effectivement une opportunité. Le chantier est vaste, très vaste, et chacun a son mot à dire, chacun a son rôle à jouer. On a une tendance à regarder le développement d'Haïti, notre situation d'aujourd'hui, comme une responsabilité seulement du secteur public à large. La responsabilité est 100% partagée. J'irais même à dire 50-50. Sauf que parfois, et je le dis à beaucoup d'amis du secteur privé, nous ne prenons pas le temps au niveau du secteur privé de faire une analyse introspective afin de réaliser ce que nous aurions dû faire que nous n'avons pas fait, ou encore ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et cette démarche devait être peut-être le lancement d'une série d'activités, non seulement pour sensibiliser. C'est facile de vouloir sensibiliser. Quand on veut sensibiliser, on regarde à l'extérieur de soi. Je ne suis pas concerné, c'est les autres. Je sensibilise les autres. Alors que l'effort est tout aussi important, l'effort à faire est tout aussi important pour le faire aussi au niveau du secteur privé. Je le dis et je le répète, et j'assume ce que je dis. Le développement d'Haïti passe obligatoirement par un secteur privé actif et qui le veut. Il n'y a pas à en sortir de là. Haïti ne pourra jamais devenir un pays développé si nous n'avons pas un secteur privé qui veut vraiment la modernité et un autre futur pour Haïti. Et ça commence par la conformité, le respect des règles, le respect des normes, la transparence, la gouvernance. Quoi qu'elle ne soit pas une obligation légale, je parle en termes de conformité, pour vos entreprises, en termes de stratégie et d'organisation, en fait, elle aurait dû être une obligation légale. Et dans beaucoup de discussions, peut-être que vous allez poser les questions plus tard. Très souvent, quand on regarde le secteur privé, quand on regarde les entreprises en Haïti, les lois même qui ont été édictées très souvent depuis 1960, et même avant parfois, le Code du commerce, ça date de 1826. Vous êtes vraiment confortable? Sommes-nous vraiment confortables à évoluer dans ce monde actuel avec le Code de commerce de 1826? C'est vrai, c'est une responsabilité partagée. Mais je pense que nous avons un devoir et un travail à faire. Quand on parle de corruption en Haïti, la formation même d'une entreprise laisse tellement d'espace pour la corruption qu'on se demande, est-ce que ce n'est pas voulu qu'on ne veuille pas le changer? Aujourd'hui, lors de des dernières discussions avec le FMI, il y a un mot qui revenait souvent, les bénéficiaires effectifs. Et ceci devait être un souci permanent pour nous les dirigeants, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est quoi les bénéficiaires effectifs? Une fois que vous avez formé une société anonyme en Haïti, quels que soient les changements qui sont faits, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vendre toutes vos actions à une seule personne. C'est le même, en fait, le même numéro de moniteur avec les mêmes noms qui apparaissent. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de règles
et de lois qui vous forcent à identifier tout le temps en fait, les nouveaux bénéficiaires et les nouveaux actionnaires. Mais ça devait être au niveau interne une règle que vous vous imposez. Et on devra aller dans ce sens. Je sais qu'il y a beaucoup d'institutions financières qui le font, mais on devra aller beaucoup plus loin afin de savoir et de connaître les bénéficiaires effectifs. Et c'est pour cette raison que je dis que le fait d'être sur une liste grise aujourd'hui est une opportunité de faire les choses autrement, différemment et en mieux. En Haïti, la majorité des transactions se font malheureusement en cash. On ne cesse de parler du secteur informel qui, au lieu de se rétrécir, s'agrandit. Et je comprends quelqu'un qui est dans les affaires de vouloir augmenter ou maximiser, c'est ce que j'avais appris quand j'ai travaillé dans une banque privée. Ton job, c'est de maximiser le retour des actionnaires. Et à ce moment-là, quand il faut maximiser le retour des actionnaires, on regarde en fait de quelle manière est la meilleure manière à le faire. Mais toujours, il faut toujours garder en tête la conformité. Donc, le fait que la majorité des transactions en Haïti se passent en cash, c'est perçu de manière générale comme un risque majeur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour minimiser ce risque, il faut que l'on adopte d'autres habitudes de paiement et qu'on utilise d'autres moyens de paiement que le cash. La Banque centrale veut favoriser et a pris les dispositions pour favoriser d'autres moyens de paiement et les promouvoir. Mais si vos entreprises, si vous n'adhérez pas à ces changements et ne comprenez pas les risques auxquels vous encourez, en acceptant des paiements en espèces pour des montants élevés, vous contribuez à garder le risque majeur pour nos pays, pour notre pays Haïti. Les entreprises doivent donc éviter de s'exposer à des risques opérationnels, juridiques et de réputation. Comment sortir de cette liste grise? Il y a beaucoup d'actions, il y a un plan d'action qui a été. Et quelles sont les actions à entreprendre? Il faut certainement sensibiliser et former tous les acteurs, secteur privé, secteur public. Il faut renforcer les capacités des structures existantes, renforcer le cadre légal, renforcer les lois existantes. Saviez-vous qu'il n'y a pas de loi sur les jeux de hasard, les casinos? Il faut renforcer le cadre légal et il faut fournir aux institutions clés les moyens pour remplir leur mission. Pour conclure, je pense que j'ai pris trop de temps. Le défi d'adapter l'environnement des affaires à la fonction de conformité comme dans les banques et autres institutions financières doit s'effectuer à travers les chambres de commerce, les associations, par la sensibilisation et la formation, mais aussi avec le concours des firmes d'audit et de comptabilité, et bien sûr celui des conseillers juridiques. L'audit et la comptabilité, on aurait pu passer la journée à parler d'audit et des firmes de comptabilité. A-t-on un standard de reporting en Haïti? Quel est le standard de reporting en Haïti? Aujourd'hui, chaque entreprise utilise comme bon lui semble. Certains utilisent GAP. Les institutions financières, nous avons forcé à utiliser IFRS 9. Et je crois que dans le cadre même de la mise en place du marché financier, la Banque centrale est en train de travailler avec beaucoup d'acteurs, et en particulier les firmes d'audit, et l'ACPAC, et l'OCPA, de façon à ce qu'on essaie d'aller et d'orienter même les SMI vers le IFRS 9, même si c'est un IFRS 9 allégé. Nous avons besoin dans ce pays de transparence. Si on avait la transparence en Haïti, on aurait résolu la moitié des problèmes de corruption et de blanchiment d'argent, juste avec la transparence. Qu'est-ce que nous attendons du secteur privé? Nous attendons vraiment
que vous fassiez le lobbying certainement auprès des autorités, mais aussi que vous regardez au niveau du secteur privé ce qu'il y a à changer et faire la différence. Un changement de comportement dans la gestion des affaires, tout en étant transparent à travers des états financiers, à travers l'actionnariat, le respect des lois, la gouvernance et certainement la conformité, devrait pouvoir nous aider à passer ce cap et nous permettre de sortir de la liste grise avec certainement votre aide, votre support et surtout le désir de changer ce pays que nous voulons voir différent. Merci de votre attention. Merci, gouverneur Dubois. Et bien des propos qui donnent de la réflexion, matière à réflexion. Sur ce, je vais demander à l'audience de bien vouloir éteindre vos téléphones ou de les mettre sous silence. Ceci pour ne pas déranger la séance. Je voudrais aussi vous dire que cette séance est une séance interactive. Nous attendons à ce que vous posiez bien des questions. Il n'y aura pas de présentation, mais nous attendons à ce que vous ayez les questions et nos intervenants, M. Michel Delerme de la Banque centrale et M. Maxime Descharles, ancien banquier, ils seront là pour vous aider, pour vous répondre. Donc, je vous remercie et nous allons lancer. Alors, la première question, je la lance pour vous aider. Je sais que nous sommes souvent timides et on a besoin de quelqu'un pour intervenir et pour lancer la première balle. Donc, la première question est pour M. Charles. Pouvez-vous nous expliquer le thème de la rencontre? Si tu permets, et il y a aussi un baladeur, deux baladeurs dans la salle. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, veuillez lever vos mains. On vous apportera le baladeur. Veuillez vous identifier et aussi dire de quelle entreprise la personne qui va poser la question, de façon à faciliter les choses. Maxime? Merci Déborah. Donc, je crois que ce que vient de dire le gouverneur permet déjà de situer pourquoi nous sommes là, à la suite d'une première rencontre que nous avions eue avec des conseils d'administration d'associations professionnelles. L'idée avait été formulée qu'on puisse peut-être rencontrer à nouveau en interactif un cadre plus large des membres d'entreprises, des associations. Parce que à ce moment-là, on présentait sur le blanchiment des avoirs, après ce fameux coup de semonce de la liste grise. Eh bien, nous disions en conclusion qu'il y avait un intérêt que l'ensemble de la société se mobilise afin de pouvoir faire réalité des tâches qui nous incombaient pour pouvoir aller de l'avant, fructifier notre environnement financier, le système financier en général, et fructifier la société, la solidifier. Mais ça demandait que la société elle-même soit prête à payer un prix, et on a pu comprendre que le défi auquel nous étions confrontés ne s'arrêtait pas à une question de blanchiment, que l'ensemble du public tendait à laisser aux banques le soin de corriger les problèmes. Or, vous savez, dans la vie, tout se mérite. Le vrai problème pour nous, c'est que la société haïtienne soit prête à payer le prix qu'il faut pour avoir sa démocratie, le prix qu'il faut pour avoir son développement, le prix qu'il faut pour avoir le succès en général. Et ça demandait non pas simplement de combattre une question de blanchiment, mais de mettre en place un ensemble de structures, un ensemble de mécanismes qui puissent permettre que la société s'appuie sur les leviers indispensables que le gouverneur du reste vient de souligner et qui mènent vers le développement. Si vous ne respectez pas certaines choses et si vous n'êtes pas disposé à payer le prix qu'il faut que vous ayez ces choses-là, eh bien, on aura beau dire, beau faire, on n'ira pas vers le développement, on n'ira pas vers un système financier renforcé. Donc,
ce chapeau plus large dont il était question, c'est ça en fait l'idée de conformité. C'est-à-dire accepter de pouvoir mettre en place des normes, des règles, des directives qui puissent permettre que nous puissions obtenir les résultats positifs. Parce que la conformité, c'est rendre effectivement, se mettre en accord avec l'ensemble des normes. Pas simplement des normes bancaires, pas simplement des normes financières, mais un chapeau beaucoup plus large. Et pour l'expliciter, le gouverneur, en restant dans le domaine encore financier, il a parlé d'audit qu'il faudrait faire, il a parlé de respect de loi aussi. Donc, en fait, c'est ça la conformité. Et tout de suite, pour être pratique, ce que je dirais, je me rappelle, à la banque autrefois, un des instruments que l'on utilisait pour pouvoir tendre vers la conformité et s'assurer qu'on était en conformité, c'est qu'on avait dû mettre en place une forme de matrice, une grille, dans laquelle on répertoriait toutes les dispositions légales qui avaient à avoir aux banques. C'est-à-dire, ce n'était pas les lois bancaires simplement qu'on mettait dans la matrice, mais il fallait par exemple mettre à quelle date il fallait payer l'impôt, quelles normes sanitaires il y avait en Haïti par rapport à l'environnement de travail. Et en regard, il y avait l'idée des deadlines, les délais qui étaient mentionnés, à quel moment il fallait poser ces actes-là, qui en était responsable et qui était responsable de s'assurer que cette personne avait son travail. Donc, tout de suite, c'est une piste que je donne pour vous dire ce que ça va vous demander comme effort pour pouvoir entrer en conformité. Parce que c'est vrai que le danger que nous avons tous senti et entrevu, c'était la question de blanchiment. Oui, mais la lutte pour le blanchiment ne demande pas simplement de se conformer aux lois concernant le money laundering. Ça va aller beaucoup plus large, ça ratisse beaucoup plus large. Donc, on a pu comprendre qu'il fallait une symbiose entre blanchiment et conformité. Et ensuite, sensibiliser l'ensemble du public à l'idée que ce n'est pas simplement la Banque centrale qui doit faire ce travail, ce n'est pas simplement les banques privées et autres qui doivent le faire, mais c'est l'ensemble de la société. Vous savez, c'est vrai que nous sommes en retard sur nos lois, mais ça ne sert à rien d'avoir des lois si on n'est pas disposé à les respecter. Parce que le tissu légal qu'il y a déjà en Haïti, vous serez surpris que vous allez penser que c'est une hérésie, mais ce tissu légal qui existe déjà, il serait suffisant pour nous amener vers le développement. C'est vrai qu'il y a lieu de faire plus, il y a lieu de faire mieux, et il y a lieu de se moderniser. Un exemple, des statistiques révèlent que les pays émergents qui ont avancé le plus vite et le mieux sont des pays où on retrouvait par exemple deux structures fondamentales. Un mécanisme alternatif pour le règlement des conflits, c'est-à-dire par voie d'arbitrage, de médiation et autres, et aussi un mécanisme d'assurance titre pour garantir l'authenticité de celui qui se présente comme propriétaire d'un bien immobilier. Vous n'avez qu'à essayer d'aller voir ce que Singapour a fait de ces instruments dont je vous parle. Aujourd'hui, c'est l'un des grands moteurs du développement pour Singapour, sa chambre de règlement alternatif de différents. Alors certains pourront dire que je prêche chapelle parce que dans le moment, je suis aussi à la présidence du conseil de la Chambre. Mais là n'est pas la question. Je suis là justement parce que je suis imbu et convaincu de cette réalité-là qu'il nous faut mettre de nouveaux mécanismes, de nouveaux instruments en place pour pouvoir dynamiser. Et j'ai mentionné aussi, à titre d'exemple, le mécanisme d'assurance titre. Mais vous savez, la République dominicaine a déjà franchi le pas de ce côté. Et ça leur donne du succès. Donc, en d'autres termes, pour répondre plus directement à ta question, Déborah, l'idée, c'est que nous sommes déjà plus ou moins sensibilisés à la question du blanchiment, mais ça ne suffit pas. Ça demande un chapeau beaucoup plus large, un chapeau qui en impose à la société haïtienne de s'évertuer non seulement à mettre en place de nouveaux règlements, de nouvelles lois, mais aussi de faire l'effort pour s'y conformer. Et deux exemples que je vais donner encore. Vous savez, chez nous, il y a un mécanisme qui tend à disparaître, celui de la sanction sociale. Ça veut dire qu'un individu a fait n'importe quoi dans le pays,
soit à l'échelle nationale, soit au niveau local, eh bien, dans quelques temps après, il sera accepté, accueilli, reçu à bras ouverts, comme s'il n'avait jamais rien fait. Donc, si nous n'avons pas de sanctions sociales, eh bien, nous n'irons pas loin. Et à ce titre-là, il faut penser aussi à de nouveaux instruments pour la conformité. Les associations professionnelles ont un pouvoir bien plus important qu'elles ne l'imaginent. C'est-à-dire que, d'abord, elles peuvent s'autoréguler. C'est-à-dire que, établir que toute personne qui veut devenir, je parle de personne physique ou morale, qui veut devenir membre de certaines associations, devrait avoir rencontré certains critères. Je prends comme exemple, à l'époque où il y avait le forum économique, eh bien, l'un des critères, c'était que ces gens-là prennent l'engagement d'être en conformité en ce qui concerne la taxation. Si vous prenez par exemple l'association des ingénieurs et architectes, ils devraient avoir en place certaines normes qui font qu'on peut s'attendre à ce qu'une fois que quelqu'un est membre de cette association, eh bien, la maison qu'il va construire ne va pas tomber au premier tremblement de terre. Et imaginez ce que ça représente quand vous élargissez le modèle. Donc, je m'en tiens là pour cette question. Et je crois que, je ne sais pas, Michel, si tu peux commenter là-dessus. Merci Maxime, bonjour à tous. Alors, je voudrais ajouter, donner un petit peu plus de détails sur deux points que tu as soulevés, qui est là, au niveau respect légal. Et très souvent en Haïti, on ne connaît pas, on ne sait pas quelles sont les lois qui sont en vigueur. Ou sinon, on peut avoir un conseiller juridique qui sait que telle loi, ça peut être bien après, est sortie, mais si la personne n'est pas dans le secteur, sans qu'il y ait une maîtrise de cette législation. Or, je vais prendre un exemple pour les secteurs qui ne sont pas régulés ou supervisés, comme les institutions financières. Si je prends l'exemple de la loi sur le blanchiment dont on parle, il y a des secteurs d'activité au niveau du secteur privé, en fait, qui ont un devoir de déclaration à l'UCREF. Et ça, il faut bien que les associations le sachent pour déjà sensibiliser, former leurs membres, mais à titre individuel aussi que vous le sachiez. Et ça, c'est un groupe au niveau international qu'on appelle les entreprises et professions non financières désignées qui, normalement, devraient mettre en place des structures de conformité chez eux pour pouvoir être en règle. Là, je parle du secteur de l'immobilier, je parle du secteur des jeux de hasard, je parle pour les experts comptables, les notaires, les avocats, donc les organismes aussi à but non lucratif. Et là, Déborah me dit les assurances, mais les assurances, je les rentre dans les institutions financières. Là, comme je parle des institutions non financières, lorsque je dis organismes à but non lucratif, je parle des fondations, des associations, des ONG. Donc, il y a tout un pan du secteur privé, en fait, qui a, même s'ils n'ont pas de régulateurs, ils ont des associations, mais qui doivent quand même, au quotidien, rentrer la conformité pour pouvoir respecter le devoir de déclaration envers l'UCREF. Donc ça, je voulais quand même faire ce point pour que vous-même qui êtes ici et qui êtes intéressés à ce sujet puissiez comprendre qu'en dehors des institutions financières, quelle que soit la catégorie, puisque c'est un secteur qui est supervisé par la Banque centrale, où il y a la réglementation, etc., mais vous aussi, vous devez être intéressés aux lois qui sortent. Très souvent, il y a des lois qui sortent, qui sont peut-être pas harmonisées par rapport à la loi sur le blanchiment. Ça, c'est un autre débat aussi. Mais il est nécessaire que vous sachiez, que vous soyez... Merci. Donc, il est nécessaire que vous connaissiez les règlements, les normes, et qu'il y ait également, je dois dire, une relation qui se développe aussi avec, par exemple, l'UCREF, qui est une entité
une entité très importante dans ce débat-là que nous faisons ce matin, qui est la conformité. Merci. Alors, pour aider Déborah, il semble que j'ai la voix faible. Oui, parle un peu plus fort. D'accord. Pas au fond. Merci. Okay. Pour aider à lancer le débat dans la foulée de ce que nous venons de dire, je tiens à souligner quelque chose. Vous, tout un chacun qui est dans cette salle, vous avez des pouvoirs en main bien plus importants que vous ne l'imaginez. Et là, Michel pourrait renforcer ce que je vais dire là, c'est que quand, il y a de ça quelques années, nous avons pu faire voter les lois anti-blanchiment, qui ne sont pas des lois sexy, qu'on a pu les faire voter, eh bien, c'est à force de lobbying, d'un lobbying honnête, ouvert, transparent, qu'on a pu obtenir certaines choses. Et je n'oublierai jamais une session que j'ai eue avec les ouvriers du parc industriel pour leur expliquer à leur demande ce que c'était cette fameuse loi anti-blanchiment et tout ça. Et pour les sensibiliser par rapport à la loi, comme dit l'expression anglaise, what's in it for me, c'est quand j'ai commencé à leur dire, eh bien, d'accord, si la loi n'est pas votée, vous risquez d'arriver un matin et que votre employeur ne puisse vous payer, parce que l'argent avec lequel il vous paie vient de l'extérieur. Et si cet argent n'arrive pas parce que nous mettons sous sanction, la loi n'est pas votée, eh bien, vous n'aurez pas de paie. Je n'oublie jamais un type qui a bondi, ça dit, sorti là direct. Il me dit, non, ben, simple, voilà. Il dit, maintenant, trop parlé. Depuis que tu en as parlé là, bon, qui sauve les faits pour bailler loi ça? Alors je lui ai dit, écoutez, chaque monde qui est dans cette salle là, vous avez sûrement un parent, un ami, une connexion qui est en rapport avec un député, un sénateur. Donc, vous avez sur cette personne une influence que moi je n'ai pas. Je ne peux pas aller le convaincre pour lui dire de voter la loi. Par contre, tenant compte que vos besoins immédiats sont en cause, je suis sûr que vous arriverez à le convaincre. Et je me rappelle, 2 autres se sont levés, ils ont dit, direct, quittez ça, non, mais non. Et je vous assure que quelques temps après, on a eu des avancées importantes en ce qui concerne cette fameuse loi. Donc, c'est pour vous dire que nous avons au sein de la société des pouvoirs que nous n'utilisons pas à bon escient. Or, vous savez, celui qui se tait, celui qui n'agit pas, a une responsabilité dans l'échec global, dans l'échec de notre pays. Donc, c'est un message citoyen que je vous lance là pour attendre vos questions. Quelles sont les conséquences pour Haïti d'avoir été mise sur la liste grise en juin 2022 21, excusez-moi. Quelles seront les conséquences de rater l'échéance de juin 2023? Je vais plutôt répondre en disant... J'ai une troisième question. Je vais répondre à celle-là d'abord. Et en disant que le plus grand problème, c'est que nous courons le risque de rater des opportunités. Parce qu'on peut voir être sur la liste grise comme tout à fait négatif, mais pour ma part, c'est plutôt un signal qui indique que nous devons serrer les coudes, aller de l'avant. Et aussi, être sur la liste grise, ça veut dire que nous faisons partie de certains groupes de pays qui a déjà traversé un niveau, un volume de trucs négatifs. Donc, c'est comme une forme de graduation, mais dans laquelle, puisque vous êtes là maintenant, vous allez faire l'objet d'un suivi particulier. C'est ce que ça veut dire en fait. Je sais que tout le monde en a été, comme on dit, abasourdi par cette liste grise et tout ça, mais en réalité, nous avons là l'opportunité de faire de bonnes choses et mieux. Donc, c'est pas Michel. En fait, merci Maxime. En fait, la liste grise, c'est une opportunité qu'on vous donne de remédier à des défaillances stratégiques que vous avez dans votre dispositif de lutte anti-blanchiment. Et vous le faites sous la supervision du groupe d'action financière internationale. Donc, en fin de compte, ce n'est pas une liste noire. En fait, les gens l'appellent liste grise. En fait, il y a 2 listes. Il y a une liste grise, il y a une liste qu'on appelle liste noire.
Mais au niveau technique, si vous allez sur le site du GAFI ou du GAFIC, vous allez voir qu'il y a une liste de juridictions à haut risque, qui est la liste noire. Actuellement, il n'y a que 2 pays sur cette liste. Donc, lorsque vous faites partie de cette liste, là, vraiment, au niveau international, les pays peuvent prendre des contre-mesures. On ne veut pas faire affaire avec vous. Les institutions financières qui ont des relations avec vos institutions financières peuvent décider de cesser les relations. Mais lorsque vous êtes sur la liste grise, ça veut dire que l'État de votre pays a pris l'engagement formel de remédier à des déficiences stratégiques. L'État s'est entendu avec le GAFI, dans notre cas aussi le GAFIC, pour prendre des mesures et adopter un plan d'action pour vraiment, comme je l'ai dit, c'est remédier à des défaillances que vous avez dans votre dispositif de lutte. Actuellement, sur la liste grise, nous avons une vingtaine de pays, et pour la Caraïbe, nous sommes 4 dans la Caraïbe à être sur cette liste. C'est la Barbade, les îles Caïmans, Haïti et la Jamaïque. Je dois préciser aussi, Trinidad a fait partie de cette liste. Trinidad était sur la liste de novembre 2017. Elle a laissé cette liste en février 2021. Et il y a les Bahamas également qui étaient sur la liste d'octobre 2018 à décembre 2020. Donc, vous pouvez voir que ça ne se laisse pas en 2 mois, en 3 mois, car, comme l'a souligné le gouverneur et également Maxime, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais lu ce livre-là qui s'appelle « Thanks God I've been fired ». Donc, c'est la même chose pour nous là. On devrait se dire « Ah, bravo, nous sommes sur la liste grise ». Parce que si nous n'étions pas sur la liste grise, on serait sur la liste noire depuis longtemps. D'autres questions? En fait, le dernier volet de ma question, j'allais demander qui est-ce qui va assumer le leadership pour nous assurer qu'on ne rate pas l'échéance de 23? C'est l'État en général, parce que c'est l'État, c'est la Banque centrale, qui est-ce qui assure le leadership? Bon, je vais vous demander de laisser la Banque centrale souffler un peu. Qui est-ce qui va assurer ça? C'est vous autres. C'est la société haïtienne. Simplement, effectivement, il y a un leadership qui a toujours été pris par la Banque centrale de ce côté-là. Mais ce leadership, aujourd'hui, il commande de vous solliciter de mettre la main à la pâte et allons travailler ensemble pour y arriver. Ce n'est pas l'affaire de la Banque centrale. Il faut que nous puissions abandonner cette idée-là. Maintenant, si vous voulez être tout à fait formel, effectivement, le ministère de la Justice a un rôle prépondérant à exercer. En fait, c'est son dossier d'abord, pour vous dire. Cependant, on doit se rendre à l'évidence qu'il y a une forme d'instabilité de ce côté. Vous savez, les ministres changent, ils passent et ne passent plus. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, alors, pour essayer de contourner aussi ce problème-là, c'est de porter le ministère de la Justice à mettre en place une structure permanente dans son sein, de telle manière que s'il y a changement de ministre, mais quand il y aura changement de ministre, eh bien, le problème ne nous laisse pas handicapés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci Maxime. Je pense que c'est important de préciser que effectivement c'est le ministère de la Justice qui est vraiment le porteur du dossier. Et cependant, la Banque centrale de par l'importance, les effets néfastes que ça va avoir sur les institutions financières qui sont sous la supervision de la Banque centrale s'est engagée elle-même à pratiquement jouer le rôle d'une sorte de secrétariat pratiquement pour s'assurer que les autres parties prenantes fassent ce qu'elles ont à faire. Et je dois dire qu'au niveau de la Banque centrale, nous avons rencontré, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la Justice, nous rencontrons ce ministre de la Justice pour l'informer de la situation. Et très souvent, c'est nous rappelons
l'engagement d'Haïti qui a été signé par le ministre de la Justice. Et je me souviens, on a rencontré un ministre de la Justice qui était très enchanté pour avancer, et puis la semaine d'après, il n'était plus ministre de la Justice. Et nous avons fait le même exercice tout de suite pour rencontrer le nouveau ministre de la Justice. Et nous ne sommes pas arrêtés là, en fait. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas hésité à répondre à cette invitation, parce que je pense que c'est extrêmement important que toutes les parties prenantes et concernées se mettent au travail. Nous avons rencontré les associations de magistrats, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler au niveau des statistiques. Et Maxime l'a dit tout à l'heure, mais c'est encore plus grave. C'est-à-dire que Maxime a parlé, je crois que j'ai noté, c'est de sanctions sociales. Mais pire que les sanctions sociales, Haïti, nous avons 18 juridictions au niveau de la justice. Mais est-ce que vous savez que si vous avez commis un crime dans une juridiction en particulier, supposons que vous avez fait un crime à Jérémie, vous venez à Port-au-Prince, vous demandez un certificat de bonne vie et mœurs, vous êtes clean. Parce que les statistiques, en fait, les données ne sont pas regroupées et dans une même base de données. Et c'est un travail que nous essayons d'amener les différentes associations de magistrats à forcer la note, de façon à ce que ce soit beaucoup plus transparent. Et nous avons discuté avec plusieurs partenaires financiers internationaux pour soutenir non seulement l'UCREF, mais aussi les 18 juridictions, de façon à digitaliser toutes ces données et à rendre transparents les jugements. Ça ne fait vraiment pas de sens qu'aujourd'hui, qu'on soit encore dans le placardage. Ça veut dire qu'un jugement est donné, si vous n'allez pas à Jérémie devant le tribunal, et encore, le papier s'il est là toujours, ok, c'est pas possible. Il faut que les jugements, une fois faits dans n'importe quelle juridiction, puissent être disponibles sur un site web où tout le monde peut voir et ainsi appliquer les sanctions sociales qu'il faut. Et on le dit et on le répète, et je reprends en fait les mots de Maxime, c'est l'affaire de tout un chacun. Et c'est votre devoir aussi, c'est notre devoir, mais c'est votre devoir aussi de faire ce que vous avez à faire pour que la conformité soit présente, de même que la transparence. Merci. Alors, je vais juste dire un petit quelque chose là, qui a plus l'air d'une anecdote qu'autre chose. Je me rappelle que allant à une session du GAFIC, et en fait, on était deux au bord de la table. Et rappelez-vous, je ne suis pas du secteur public, je n'étais pas non plus à l'époque du secteur public. Il y avait une session qui allait se faire, on allait condamner Haïti. Maintenant, c'était une session, disons, rang ministériel. À ce moment-là, c'est le collègue jamaïcain qui était là. Il me dit, mais tu dois venir. Il me dit, mais je ne suis pas ministre, je ne peux pas... Il dit, écoute, dans cette affaire-là, oublie que tu n'es pas ministre, tu es ministre maintenant. Vaut mieux rentrer. Donc, je suis allé dans la salle, effectivement, et puis j'ai défendu la position haïtienne. À des moments, je me rappelle Michel, me dit, mais petit garçon, il y en a encore. Parce que tu savais me dire. Mais c'était quoi? La patrie en danger. Donc, ne restez pas là à attendre qu'il faille, enfin, qu'on ait le coup près pour pouvoir agir. On a eu des anecdotes comme ça dans cette session-là du GAFIC, des trucs inimaginables. Je lui ai dit que, bon, un de ces jours, on devrait s'asseoir pour écrire quelque chose. Mais c'est pour vous dire, vous encourager à prendre votre engagement, à faire ce que vous pensez qui doit être fait. Merci Maxime. Je suppose que tout le monde a compris maintenant que la conformité n'est pas seulement l'affaire des banques ni de l'État, mais que le secteur privé a aussi un travail à faire. Donc, est-ce que, Maxime, tu aurais des pistes de solutions pour le secteur privé, comment commencer, où commencer? Et c'est pas moi. J'en ai déjà donné deux de fondamentales. Si vous voulez, d'abord, pour ceux-là qui sont en interaction avec l'extérieur, soit relation de clientèle, relation de correspondant, et fournisseurs, n'importe quoi, on va commencer à vous demander, en fait, qu'est-ce que vous avez en place pour vous assurer que, côté blanchiment, vous êtes couvert, et aussi, qu'est-ce que vous appliquez en termes de normes de conformité, qu'est-ce que vous avez en place? Une première chose classique pour les entreprises, c'est qu'elles commencent par mettre en place, bon, ça les banques l'ont déjà, je crois, toutes les banques, elles commencent à mettre en place, les entreprises,
une structure où il y a un officier de conformité et qui pourrait commencer avec cette forme de matrice simple là que je viens de décrire tout à l'heure. Ça va commencer à vous mettre le pied à l'étrier de telle manière qu'il y a des dispositions normatives, légales ou autres que vous ne ratez pas parce qu'il n'y avait pas de structure organisée. Si vous arrivez par exemple devant un juge américain pour une affaire de drogue, blanchiment, vous savez, on aura tendance à vous épargner, quote and quote, dans la mesure où on sait que vous avez mis en place des dispositions pour éviter certains problèmes. Mais s'il se constate que vous n'avez rien en place, alors là, on va vous tabasser. Ça, c'est une chose. Et je dis toujours que les organisations, les groupes d'industrie et autres doivent apprendre à s'auto-réguler. Et je me rappelle, je disais ça à l'APB déjà en 1996, que les banques avaient intérêt à travailler à ce qu'il y ait des dispositions légales sur tout un ensemble de choses, de produits et autres. Et en cela, il fallait travailler à moderniser le corpus juridique. Et trop souvent, on oublie que la Constitution donne la possibilité à un citoyen de prendre le patronage d'une nouvelle loi. Bon, sauf en matière économique, le privilège des lois et d'initiation des lois économiques appartient à l'exécutif. Mais en toute autre chose, les corporations, les coopératives ou n'importe quoi, les groupements de consommateurs devraient commencer à travailler à structurer. Et je vous assure, à l'époque, ce que je disais en 1996, on a intérêt à mettre des lois en place sur le cadre de crédit ou autre, avant que ce soit un type qui n'a jamais touché un chèque de sa vie, dont le premier chèque, par exemple, a été son chèque de député ou de sénateur. Si c'est lui qui vient vous réglementer, ce sera autre chose. Donc, pour ne pas trop en dire, ce sont les deux points sur lesquels j'insisterai. Commencez par mettre en place une structure de conformité interne et apprenez aussi à vous autoréguler. Et la troisième chose, on pourrait dire, n'hésitez pas à faire du lobbying noble. Parce que, vous savez, le chiffre que j'aime citer, quand on a fait voter cette loi sur le blanchiment et la loi sur les banques, en fait, 30% des lois qui avaient été votées au cours de cette législature avaient été des lois travaillées, initiées par ce petit groupe-là, Banque Centrale, APB, et on s'était mis ensemble pour pouvoir. Je me rappelle qu'un jour, au Parlement, on devait défendre la loi anti-blanchiment. Michel et moi, on était là. Et quand j'ai parlé, il y a un journaliste qui m'a dit, mais ça fait là, ça c'est le ministre de la Justice là, qui était pour venir camper et faire ça là. Je dis, bon, monsieur, il y a un problème, il n'y a pas qu'à la journée, je vais. Donc, voilà ce que ça prend, en fait. Et un tas d'autres moments de présence et autres. Donc, ça répond à la question un peu? Je voudrais aussi ajouter, et là, quelque part, je vais prêcher pour la chapelle des institutions financières. La conformité passe également par la tenue de vos informations à jour. Lorsqu'une institution financière ne vous demande pas attendre, etc., et elle essaie de dresser votre profil de risque parce que c'est important pour eux aussi. Vous faites affaire avec eux, vous faites des transactions, elles veulent savoir qui vous êtes, vous, entreprise du secteur privé, parce que ce n'est pas seulement de ne pas pouvoir respecter la réglementation de la Banque centrale, mais c'est un risque qu'une institution prend en travaillant avec n'importe quelle entreprise. Donc, vous-même, au niveau de votre conformité, si vous êtes à jour, vous pouvez donner toutes les informations qu'il faut pour que l'institution financière, qui est votre partenaire, se sente à l'aise, que vous faites une transaction. Si elle n'est pas à l'aise avec votre transaction, elle a un choix. Elle peut tout simplement faire une déclaration de transaction suspecte à l'UCREF, et voilà maintenant que vous tombez, sans le vouloir, sans le savoir, dans le collimateur d'un autre pilier de la lutte qui est l'UCREF, qui regarde, qui voit et qui peut-être peut ouvrir une enquête. Donc, s'il vous plaît, la conformité, c'est ça aussi. C'est de pouvoir être en règle. Ce n'est pas non seulement avec les lois, je respecte, je paie le fisc, etc., mais c'est aussi
être ouvert, être transparent. Lorsqu'on vous demande qui sont vos actionnaires, etc., et que la banque vous écrive non, ah, moun ça yon merde, dans toute la journée, ça a besoin qu'on qui est actionnaire, etc. Le fameux mot bénéficiaire effectif, ils sont en train de chercher, de voir qui est derrière les montages juridiques. Donc, vous faites vos montages juridiques, libre à vous. Mais eux, ils doivent savoir qui sont leurs clients. Merci. Deux petites choses pour compléter là-dessus. C'est une chose que ça avait dit à la banque quand j'étais là. Quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, client, fournisseur ou autre, eh bien, il y a une question qui doit vous venir toute sur la tête. Si la personne présente un visage de succès et autres, prétendant avoir des millions, bien n'importe quoi, la première question que vous devez avoir, comment cette fortune a été acquise? How was the wealth acquired? C'est la première chose. Parce que le client qui a réussi de ses propres forces, eh bien, il est fier de sa réussite. Avant même que vous ne lui demandiez, il commence à vous raconter, quand il avait commencé, il avait une petite boutique, ou bien il avait alors il est fier de ce succès, il va le partager avec vous. Ensuite, la question du bénéficiaire effectif est extrêmement importante, parce que vous pouvez être mêlé ou bien devenir un co-auteur, un co-conspirateur, mot très à la mode aujourd'hui, si vous ne prenez pas les précautions de base. Vous aurez effectué une transaction avec quelqu'un, commercial ou n'importe quoi, et vous êtes surpris après que la personne avait d'autres intentions, d'autres connexions dans cette transaction-là, et vous voilà co-conspirateur. À ce moment-là, vous tombez dans le champ pénal, et rappelez-vous d'une chose, la responsabilité pénale est personnelle. On ne va pas arrêter l'institution, ça doit arrêter quelqu'un. On va vous arrêter. Donc, ces boussoles-là, je crois, peuvent vous tenir un peu la tête hors de l'eau, mais elles sont, je crois, fondamentales. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que non seulement il faut maintenant aussi penser aux bénéficiaires des paiements, parce que maintenant la conformité demande aussi que les institutions financières connaissent les clients de ces clients. Donc, au-delà de simplement savoir qui sont vos fournisseurs, quand vous faites des paiements, vous devez savoir aussi à qui vous avez affaire. Donc, vous avez la responsabilité dans vos institutions de savoir qui sont vos actionnaires, mais aussi de savoir qui sont vos clients. Et c'est pour ça que souvent les banques vous appellent pour vous demander ce paiement que vous avez fait pour un montant, il servait à quoi? Donc, je prêche aussi pour la chapelle des banques aussi. Mais tout ceci pour vous expliquer la responsabilité que vous, en tant que secteur privé, que vous détenez dans cette équation ou dans ce problème que nous vivons. Et pas de questions? Allez-y. Et Erika, il y a une question? On a un baladeur? Bonjour à tous, Vanessa Legrave du Marriott, mais aussi Marriott Hotel, mais aussi j'ai fait partie du board de AmCham. Donc ma question, il y a deux questions en fait. Vous avez mentionné tantôt un action plan. Est-ce qu'il est en place? Je sais qu'on a eu la sanction en juin 2021. Entre juin 2021 et aujourd'hui 2022, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été partagé aussi avec les institutions ici présentes? Parce que si nous sommes tous co-responsables, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la communication, justement pour que chaque institution n'aille pas dans un sens différent? Ensuite, mon deuxième point, c'est avec l'attention des ressources qu'on doit, il semble consacrer la conformité. Peut-on réduire les charges côté blanchiment? Et c'est quoi, ça serait quoi l'effet? Merci. Alors, sur la première question, je vais dire tout de suite qu'on n'a pas été sanctionné. Et Michel l'a expliqué tantôt. Et moi, j'ai même poussé la barre plus loin en disant que, heureusement qu'on est arrivé là, parce que sinon, on n'était pas encore arrivé là. Ça n'empêche pas que votre question tient bien pour le plan d'action.
Et là, je crois que le gouverneur a déjà indiqué la continuité de l'action qu'il y a eu en ce qui concerne la liaison avec le ministère de la Justice. Mais j'irai plus loin en disant que qu'est-ce qui est en train d'être fait, en fait? Nos présences respectives ici aujourd'hui rentrent dans le cadre de ce qui est en train d'être fait. Et aussi, il y a un volet que l'on oublie souvent, et on pense à Port-au-Prince, c'est vrai, c'est plus que 70% de l'économie haïtienne quelque part, mais n'empêche que les infractions de haute importance sont commises aussi en province et ailleurs. Donc pour ça, à un moment donné, on a eu entrepris une action baladeuse, si je peux dire. J'ai même eu à aller en province, dans diverses provinces, pour pouvoir discuter avec des associations de notaires, d'arpenteurs et tout le reste. Parce que, comme je vous dis, c'est tout le corps social qu'il faut engager à cette phase des débats. Il y a la partie qui est en train d'être poursuivie au niveau étatique et tout ça, mais par ailleurs, on continue dans les... Enfin, ce n'est pas parce que l'État est bloqué sur certains points qu'on ne continue pas d'exister. En ce qui concerne la diffusion de l'information, on a eu à rencontrer pas mal d'associations déjà, lorsque, à l'époque, il fallait préparer les visites, et le travail d'explication continue. Sur la question concernant est-ce que les charges réduiraient pour le blanchiment, la lutte anti-blanchiment, je vous dirais non. Malheureusement, c'est aujourd'hui, dans le monde moderne, the cost of doing business. Ça fait partie de vos coûts pour faire affaire. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas dépenser ce coût-là, cet argent-là, eh bien, vous allez être dans de beaux draps. Ça me permet de revenir sur la dernière question tout à l'heure. Je me rappelle comment on a pu convaincre un client à un moment donné de faire certaines choses comme il se devait. Ce client-là envoyait des transferts à l'extérieur de temps à autre, mais malheureusement pour lui, le nom de son entreprise était apparenté à celle d'une entreprise qui avait des problèmes aux États-Unis. Donc, toutes les fois qu'on envoyait un transfert pour cette personne, eh bien, il était bloqué par comment s'appelle cette organisation là encore? Oui, c'était bloqué. Alors, je vais lui dire, écoute, mais change le nom de l'entreprise. Il n'a pas voulu, ça l'a fait de l'argent et tout ça. Il dit, bon, ça va te faire de l'argent, je te dis ce qui risque de t'arriver. Un beau jour, quand COFAC envoie son avis, il faut répondre dans les 24 heures. Un beau jour, ils enverront un avis et ce sera un jour de congé ou bien 2 jours de grève. On n'aura pas le temps de répondre, ils vont bloquer ton argent, ils vont confisquer ton argent. Donc imagine le montant que tu envoies qui est bloqué et que tu perds. Eh bien, en moins d'1 mois après, il avait changé le nom d'entreprise. Question? Luc, je sais que tu avais une question. Ok, bonjour tout le monde. Et le gouverneur tout à l'heure avait parlé... Présente-toi, s'il te plaît, présente-toi. Luc Raymond de la Citibank. Ok. Tout à l'heure, le gouverneur avait parlé de reporting, les différences de reporting entre les banques et les firmes externes, les firmes d'audit externes. Est-ce que cette différence de reporting a également un impact sur le cadre réglementaire et au niveau AML? Et ça c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, si oui, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sorte de synchronisation entre les instances bancaires, la Banque centrale et même l'OPA pour avoir un standard de reporting? Merci. Merci pour la question. Et c'est une question, je ne sais pas s'il y a des membres de l'OPA là. Et oui, il y a Régine qui est là, les membres de l'OPA. Et Régine peut témoigner en fait des discussions que nous avons voulu avoir pour avoir justement ce standard de reporting en Haïti. Et parce que pour aujourd'hui, et même au niveau de la DGI, c'est très difficile. Malheureusement, ça laisse un petit peu le cadre de la Banque centrale. Ou du moins, le seul moyen d'arriver peut-être à quelque chose, c'est de passer obligatoirement par les institutions financières, d'utiliser les institutions financières. Mais c'est un progrès obligatoire si on veut développer le marché financier en Haïti. Et il y a encore en discussion, mais nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, on est beaucoup plus penché vers IFRS 9 pour
D'abord, de façon à avoir un seul standard, ne serait-ce que pour des entreprises qui vont entrer dans le marché financier. Parce qu'il y a IFRS 9, mais il y a IFRS 9 pour SMEs. Qu'on peut toujours approcher peut-être le marché financier et de façon à permettre que ces entreprises, si les petites et moyennes entreprises arrivent à ce standard-là, ce sera beaucoup plus transparent. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, la transparence déjà réduit de moitié les risques. Et IFRS 9 en particulier, c'est un standard de reporting qui est très exigeant au niveau même de la transparence. Et une fois qu'on a la transparence, effectivement, ça va avoir un effet positif sur la diminution des risques de blanchiment et ainsi de suite. Régine, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. C'est pour dire que la disparité dont on parle dans le reporting n'affecte pas les institutions financières formelles qui sont autour de cette table, les banques, les institutions financières qui sont sous le contrôle du gouverneur ne sont pas affectées par cette disparité. Il y a certainement au niveau du secteur bancaire une conformité, en fait, le reporting est déjà standardisé au niveau du secteur bancaire. Donc, on parle du secteur financier at large parce qu'il y a justement un programme de marché boursier en Haïti. Donc, on parle des institutions financières, en fait, le secteur financier at large parce qu'il n'y a pas que les banques qui sont participantes. J'avais besoin de clarifier ça. Oui. Bonjour, Willem Lemke, président de l'Association des industries d'Haïti, membre de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, membre de l'AMAR, l'Association maritime et la Cour la paix. Merci, félicitations d'abord à Amcham pour cette initiative et je crois que la présence importante aujourd'hui témoigne de l'intérêt, au moins d'une masse critique pour avancer et aller vers la modernité. Ça nous aiderait au niveau associatif d'avoir un checklist, par exemple l'information, des précisions sur le IFRS 9 pour les petites et moyennes entreprises, et un checklist, comme tu parlais tout à l'heure, comme une matrice pour nous aider, nous aussi, à vulgariser ceci par rapport à nos membres et les encourager à faire pareil. Alors, juin 2023 est une date limite. Worst case scenario, que se passera-t-il si nous n'avons pas pu accomplir un minimum des 20 points, je crois, des tâches à accomplir avant juin 2023? Il est important que tout le monde, je crois, ait une bonne perspective de ce qui pourrait se passer, au pire des cas. Et ceci, je crois, va encourager tout le monde à redoubler d'efforts à tous les niveaux. Donc, si vous pourriez partager ceci, je crois que c'est une des questions que Régine peut-être avait posées et allait poser à la fin. Mais c'est important. La pression doit être là en permanence, mais la réalité, ne nous leurrons pas. On va avoir une année en plein de défis. Donc, si vous pouvez nous donner plus d'informations à ce niveau. Merci. Très, très bonne question. Et qui va répondre à cette question bien compliquée? On n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'échouer. Parce que si on échoue, le gouverneur l'a bien dit, c'est comme quoi le pays est fermé. On est local. On fait toutes les transactions au niveau local. Et ça a un coût. Ça va être un coût énorme pour nous. Je vais compléter avec Michel. C'est vrai, on n'a pas le droit d'échec, donc l'échec n'est pas une option. Donc, à mon sens, au pire des cas, il y a certaines données qu'on a commencé à réunir et pour lesquelles autrefois nous étions muets, c'est ça? Donc, déjà, il y a quand même une petite provision, si je peux dire, un élément de provision que l'on est en train de constituer qui pourra quand même constituer, montrer une certaine avancée. Permettre de montrer une avancée. Et ensuite,
bon, sans faux fuyant, je vais dire que à ce moment-là, dans cette situation extrême, il y aura peut-être, je ne sais pas, une forme, oui, avec une forme de marronnage, je ne sais pas. Et bien que on m'avait déjà dit à une session, vous savez, alors ça c'était la représentante canadienne qui m'avait dit ça, j'allais voter contre Haïti, mais quand je vous ai entendu parler, j'ai baissé mon flag. Mais je peux vous dire, ne revenez pas comme ça une prochaine fois. Maxime répond à la question. Je pense que tu es en train de masser la réponse, mais je crois que l'objectif d'être là, c'est de faire comprendre aux gens ce qui nous attend si nous allons vers cette liste noire. Gouverneur, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais peut-être ajouter juste un élément en plus. C'est avec l'idée de... On n'a pas à attendre mai 2023 et juin 2023. D'ailleurs, je suis en train de regarder quelques éléments là du plan d'action. Et il y a au moins 3 et 2, 5, 6 éléments de plan d'action pour 2022. Il y a pratiquement 5 pour mai 2022 et 1 pour septembre 2022. Bien sûr, ça concerne beaucoup l'UCREF, que nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, nous essayons de travailler avec l'UCREF et pour cette digitalisation de bases de données, parce que l'UCREF reçoit beaucoup d'informations, mais sur papier, et vous savez que c'est difficile, c'est pratiquement impossible, alors que ce logiciel qui devait être mis en place, la formation, tout un programme, nous sommes en train nous-mêmes, au niveau de la Banque centrale, de sortir un petit peu de notre cadre. En fait, pas un petit peu. Nous sortons beaucoup de notre cadre. Et d'ailleurs, on nous reproche très souvent au niveau de la Banque centrale, et parfois on nous a même interdit une fois de prendre la parole dans une réunion de GAFIC pour nous dire que vous n'êtes pas le gouvernement. Et comme... Donc, c'est pour dire que le travail est important. Le travail devait être commencé depuis hier. Mais encore une fois, et très souvent, je comprends très bien le secteur privé se dit que oui, mais et ma compétitivité dans tout ceci. Si monsieur pas fait, monsieur c'est compétiteur, moi, ouais, mais moi-même, je vais perdre du corps, monsieur pas perdre du corps, et ainsi de suite. Je pense par exemple à quelqu'un qui, on vient acheter des marchandises chez toi pour $100 000, 200 000 US en cash. Est-ce que je vais quitter l'aller ou bien est-ce que je ne vais pas quitter le palais? Est-ce que je vais poser toutes les questions ça? C'est des questions très normales au niveau business, mais il faut avoir cette capacité-là et de développer cette capacité d'aller au-delà de ce gain immédiat pour penser à autre chose et forcer les associations vraiment à réguler les entités qui sont dans les associations. Et je crois que c'est fondamental. On parle très souvent, on parle de réforme institutionnelle en Haïti. Mais chaque fois qu'on pense réforme institutionnelle, on pense au gouvernement. Oui, mais réforme institutionnelle, ça passe aussi par les associations professionnelles. Comme Maxime vient de le dire, l'association des comptables. Un comptable qui signe n'importe quoi, il n'y a aucune sanction. On ne peut pas le faire aux États-Unis. De même, un avocat ou un juge, avec la transparence, ça va certainement aider. Mais les associations professionnelles doivent vraiment faire leur travail. Fabiola Saint-Victor du groupe Sojibank. Je pense que par rapport à la création de monsieur, je pense qu'il serait bon qu'on introduise le phénomène du de-risking, qu'on devrait aussi en parler et qui est très important. Et comme nous avons là beaucoup d'entreprises privées et d'associations, et qu'ils soient aussi sensibilisés, et comme nous le sommes aussi au niveau des institutions financières. Merci. Là, en fait, je crois que c'est un peu ce que vient de dire le gouverneur quand il a parlé de mettre en place cette chose. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, on ne doit pas faire de la lutte anti-blanchiment
de l'adoption de la conformité un facteur de compétitivité. D'autant que quand un membre d'un certain secteur économique donné a un problème, la perception va entacher la réputation de tout ce secteur-là. Donc, il est important qu'on se mette bien dans la tête qu'il ne faut pas en faire un facteur de compétitivité. Ou du moins, si ça doit être un facteur de compétitivité, c'est par la bonne position que vous aurez adoptée au mépris du coût financier ou profit. Parce que c'est comme le mot d'Einstein, à terme, nous serons tous morts si nous ne mettons pas en place ce qu'il faut pour continuer à exister comme État. Pour le moment, pour toutes sortes de raisons, géopolitiques ou autres, je peux dire que Haïti a bénéficié d'une forme de tolérance. Je ne sais pas combien de fois on a eu à plaider notre cause en disant qu'il y a eu tremblement de terre. Il semble que le tremblement de terre a perduré jusqu'à l'infini. Là, peut-être que maintenant, tu vas parler de... Il y a exactement un âge sur la solidarité caribéenne. Donc, il fallait des fois apporter du rhum, du café et toutes sortes de choses. Donc, ce n'est pas de la corruption, hein, c'est de la courtoisie. La courtoisie. On est devenus amis, donc il faut soigner l'amitié. Donc, je ne sais pas si la prochaine fois tu vas invoquer l'assassinat du président ou quoi, mais ils sont sous. Mais je dois dire effectivement qu'ils ont fait une preuve de compréhension en faisant semblant de ne pas entendre ou de ne pas voir. Donc, il ne faut pas jouer sur ça, parce que le temps va coucher à l'eau qu'elle finit par se casser. La vraie réponse, je vais vous dire, j'insiste là-dessus, il ne faut pas faire de ces choses-là un facteur de compétitivité. C'est vrai, vous allez gagner une vente aujourd'hui parce que vous allez être un petit peu lignante, mais vous risquez de perdre beaucoup plus à terme. Parce que je me rappelle qu'il y a une institution qui a failli se faire attraper des deux côtés de la barrière parce qu'il y avait une pénalité en vue. Donc, il est tant important d'intérioriser l'idée que ce n'est pas un facteur de compétitivité. Au contraire, nous devons nous épauler et ceux-là qui sont un peu en arrière au sein d'une association pour ce genre de choses devraient recevoir le support de l'association. Parce que ce qui arrive aussi aux associations en Haïti, associations professionnelles, souvent le membre ne voit pas quel bénéfice il tire de sa participation à l'association. Et pour vous donner un exemple, là encore, elle m'a dit ancien banquier, mais comme je considère toujours banquier, je vais prêcher chapelle encore. Je me rappelle après le tremblement de terre de 2012, on s'est donné la main. Et le mot qu'on avait dit, aucune institution bancaire ne va ouvrir ses portes avant l'autre. Je me rappelle là où j'étais, on aurait pu ouvrir le surlendemain du tremblement de terre. Mais on a dit, il faut que tout le monde soit en position de fonctionner avant de commencer à travailler. Donc c'est ce genre de choses-là que nous devrons commencer réellement à pratiquer. Je ne dis même pas, nous devons commencer à pratiquer de manière visible. Et à ce moment-là, vous allez voir des réactions positives au sein de l'ensemble de la population. Michel? Question? Oui, allô, bonjour. Valériane Gauthier de la Citibank. Tout d'abord, je tiens à remercier les panélistes parce que je pense que c'est une très bonne initiative ainsi que la AmCham. Ma question surtout, c'est concernant le plan d'action. Est-ce que vous avez l'intention de publier, de le mettre public, de le rendre public? Et ainsi, ce ne sera pas notre dernière rencontre. On pourra quand même faire un suivi. Bon, là, en vous écoutant profondément, on va travailler, chercher à encourager le ministère de la Justice à aller dans ce sens. Parce que la Banque centrale ne pourrait pas prendre sur elle, comme nous l'avons dit tantôt, l'initiative du dossier appartient au ministère de la Justice. On cherchera à faire voir les bien fondés de la chose et nous autres, nous croyons dans la transparence. Vous savez, plus on est de fous, mieux l'on rit. Donc, on va essayer de les convaincre. Là, je parle là au nom du gouverneur. Bonjour, mon nom c'est Andy René, directeur général d'une FinTech à ITP et aussi vice-président plaidoyer de l'AFI, l'Alliance haïtienne pour la finance inclusive. Ma question, c'est par rapport à votre présentation, monsieur Maxime Charles. Et vous avez parlé d'opportunités par rapport à la
la situation actuelle en ce qui a trait aux exigences du GAFI et du GAFIC. Est-ce que vous pensez que le secteur privé pourrait prendre des initiatives ou faire des investissements à bâtir un écosystème du type RegTech, donc vraiment de développer des technologies, d'investir dans des structures privées qui pourraient renforcer la conformité au niveau du pays? Je donne un exemple très simple. Aux États-Unis, en Europe, vous avez des sociétés privées de credit risking, credit analysis, Equifax. Toutes ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui fournissent des services de bureau de crédit, mais ce sont des entreprises privées qui agissent et qui ont un impact positif. De la même façon qu'il pourrait y avoir des entreprises de technologie d'identification de personnes, donc le ID verification. Donc tout ça, ce sont des écosystèmes RegTech qui existent dans les pays développés, qui pourraient être aussi des initiatives prises par le secteur privé. Est-ce que vous pensez qu'il y a matière à rentrer dans cette dynamique privée-publique pour renforcer l'écosystème du compliance? Bon, là, vous parlez à des convaincus, que je sache. Parce que parmi les exemples que vous avez mentionnés, je peux vous dire tout de suite qu'en ce qui concerne le bureau de crédit, à l'origine, c'était déjà l'idée que ce devrait être comme des entreprises du secteur privé, à l'image des exemples que vous avez donnés. Et en fait, la Banque centrale s'est prêtée de bonne grâce à la mise en place du bureau de crédit parce que justement, il n'y avait pas encore, je peux dire, d'idée de cohésion, mais l'idée a déjà flotté dans le temps. Et je m'imagine qu'à un moment de la durée, il y aura peut-être une forme d'opportunité perçue par des entrepreneurs, donc qu'ils vont commencer à se lancer dans ce genre d'entreprise. Et là, nous ne devons pas attendre à nous faire pouponner, si je peux dire, par la Banque centrale, ou bien encore d'autres de ce que vous parlez là, et pour qu'il y ait ce genre d'initiative. Dans ce que vous avez mentionné aussi, je peux prendre l'idée, on n'a qu'à prendre dans un autre secteur, pendant les télécommunications. Qu'est-ce qui était arrivé en Haïti? Chaque entreprise de télécommunications a son lot d'antennes. Alors que, comme ça se passe dans certains autres pays, il pourrait y avoir une mise en commun de ce genre d'outils et qui, en même temps, permettrait de réduire, d'affaiblir les coûts de production. Donc, music to my ears, ce que vous venez de dire là, je pense que c'est une logique dans laquelle, tôt ou tard, le pays va finir par s'engager. Et j'aime bien quand on parle de fintech et surtout de technologie, et parce que je le répète souvent que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que la technologie, c'est un pilier sur lequel on doit vraiment positionner Haïti pour avancer. Et tu as parlé de RegTech, effectivement, la conformité va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de façon à nous permettre d'avancer. Et ça, c'est fondamental. Et parlant d'opportunités, et je crois que Maxime a mentionné tout à l'heure ce fameux livre que j'ai adoré aussi d'ailleurs, Thanks for Being Late de Thomas Friedman. Et le fait d'être aujourd'hui sur cette liste grise, comme je le dis très souvent, et aujourd'hui en Haïti, avec la vitesse, l'avancée de la technologie aujourd'hui, c'est une erreur de penser qu'on a perdu, on vient d'avoir 3 ans de croissance négative. OK? Et très souvent, on dit dans notre jargon que nous avons perdu 3 ans. Mais en fait, détrompez-vous, nous avons perdu pratiquement 10 ans avec l'avancée de la technologie. Ce n'est pas 3 ans qu'on a perdu. Mais par contre, on peut aussi faire dans le sens inverse, en utilisant la technologie et évoluer avec la technologie, utiliser la technologie pour résoudre des problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons rattraper aussi dans le sens inverse. Et c'est là que, quand on parle d'opportunité, certainement, on a la chance de devenir plus conforme et d'aller beaucoup plus vite en utilisant la technologie. Et ceci dans pratiquement tous les domaines. Question?
Il y a encore une question de M. Lemke, s'il vous plaît, micro. Merci. Comme nous parlons technologie, gouverneur, je m'en voudrais de ne pas poser la question. On parle beaucoup des avantages de la technologie blockchain. Que pourriez-vous nous dire sur Bitcob et les avancées dans ce domaine? Et parce que, bon, nous parlons technologie et nous savons que la Banque centrale travaille. Tu forces une porte ouverte parce que c'est là le gouverneur. Merci. Bon, je m'excuse, je vais être vraiment très rapide parce que j'aurais dû me déplacer déjà depuis 10h30 parce que j'ai une réunion avec le FMI à 11h. Et on ne peut pas vraiment la rater, cette réunion-là, malheureusement. Et Bitcob, et ça va nous permettre d'être beaucoup plus transparents et aussi d'entrer dans la conformité. Ça veut dire que c'est toujours du cash, mais du cash digital, mais sauf qu'il y a la possibilité aussi de pouvoir retracer en partie certains montants, à partir d'un certain montant, ce qui va obligatoirement forcer l'informel à devenir un petit peu plus formel. Certainement, et là, on a besoin du support du secteur privé pour rendre ceci possible. Où est-ce qu'on en est au niveau Bitcob? Et il y a beaucoup de réflexions actuellement au niveau Bitcob. On est très avancé et on est déjà en processus de finaliser des consultations spécialisées pour choisir en fait le meilleur modèle. Et une fois qu'on se sera arrêté sur le modèle, on va lancer en fait les appels d'offres de manière internationale. Ce n'est pas une décision qui peut être prise à la légère, mais ce serait peut-être très intéressant d'avoir une autre discussion en détail sur Bitcob pour voir quelles sont les opportunités pour les entreprises, le secteur privé et le secteur public. Et nous planifions d'avoir notre premier pilote à la fin de cette année calendaire, pas d'année fiscale. Donc, ça veut dire que les appels d'offres devaient être lancés à peu près en mars. Et à ce moment-là, ce sera public. On va faire beaucoup de communication autour de ça pour que les gens comprennent ce que c'est. Maintenant, la grande question que très souvent que les gens demandent, est-ce que Bitcoin sera seulement en good ou en dollars? Je réserve cette question pour peut-être dans une prochaine séance. Mais il y a beaucoup de discussions qui sont faites là-dessus aujourd'hui, compte tenu du fait que nous sommes un pays qui, presque de manière séculaire, a toujours utilisé deux monnaies. Et aujourd'hui, la technologie donne des possibilités qui n'existaient pas autrefois. Mais là, c'est une question vraiment fondamentale. Et ce n'est pas une question qui concerne uniquement la Banque centrale, ça concerne aussi l'État haïtien. On ne peut pas avancer vraiment de manière seule là-dedans. Mais Bitcoin sera une réalité, au moins dans la phase pilote, d'ici la fin de l'année calendaire. Et je compte sur le secteur privé pour continuer à encourager la Banque centrale et à continuer à aller justement dans le sens de l'innovation et de se mettre au pas avec les autres banques centrales du monde entier. Et parlant de RegTech aussi, la Banque centrale est en train de travailler. Nous avons au niveau du système de paiement, et nous avons déjà fait l'acquisition du CSD pour non seulement l'approfondissement du marché financier, l'approfondissement du marché obligataire, qui devrait être effectif d'ici la fin de l'année fiscale, mais aussi nous avons modernisé le SPI, en fait, le RTGS, mais nous sommes venus avec aussi le ACH. Désormais, on aura le ACH en Haïti. Et toutes les institutions, cette histoire de paywall, cash, c'est pratiquement du passé. Et aussi permettre aux institutions d'avoir des clients et que le client, juste sur un engagement avec l'institution, peut payer de manière régulière ses transactions, ses bills, ses factures. Donc, c'est vraiment des opportunités qui s'ouvrent. L'écosystème de paiement est en train d'être transformé et ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une autre discussion là-dessus. Malheureusement, je dois vous laisser. C'est vraiment avec regret, mais le devoir encore m'appelle. Merci beaucoup. Merci, gouverneur.
Merci de nous avoir accordé votre temps. Une photo de vous. Alors, permettez-nous de faire une photo avant le départ du gouverneur, mais nous sommes encore ensemble pour répondre à d'autres questions si vous en avez. Donc, nous continuons. Questions? Alors, Déborah, juste dans la foulée de ce que vient de dire le gouverneur, moi je pense qu'il y a l'opportunité de lancer un appel pour que les associations, le secteur privé en général, soient plus proactifs en ce qui concerne le dialogue, le partenariat public-privé. Vous savez, on peut faire de grandes choses ensemble, donc il ne faut pas gaspiller nos cartouches. Un baladeur, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Mika Bruno de la Sogebel. Concernant la question de M. Lemke, ce que j'ai senti, c'est que là où les banques, au niveau de la conformité, je ne pense pas qu'il y a une banque qui n'a pas un département de conformité. Cependant, les associations, j'ai l'impression qu'il a besoin surtout du support que nous autres, nous avons le privilège d'avoir quand même. Et probablement que, et ça me faisait réfléchir, probablement qu'on pourrait passer, parce qu'ils sont nos clients, on pourrait même donner des pointers, okay, aux associations et qui pourraient les passer à leurs membres et de manière à être plus vigilant, parce que c'est ce que j'ai ressenti dans sa question surtout. Totalement d'accord. Alors, je voulais dire aussi que pour le plan d'action ou bien les points que le pays devra rencontrer, si vous allez sur le site du GAFI, vous allez trouver les points, c'est ça, Michel? Les grandes lignes du plan d'action ou des points que le pays doit rencontrer pour pouvoir sortir de la liste grise, d'accord? Et c'est à partir de ces points que nous avons aussi élaboré un plan d'action aussi. Enfin, quand je dis nous, je parle du secteur, du pays, pour pouvoir rentrer en conformité ou du moins, un à un, arriver à remplir tous les points du plan d'action. Effectivement, comme l'a dit Déborah, même si vous n'avez pas le plan d'action avec les dates, mais si vous visitez le site du GAFI, vous allez trouver toutes les grandes lignes, en fait, tout ce qu'on nous demande globalement comme action, les points qui figurent dans le plan d'action, sans le calendrier. Donc, vous aurez une idée de ce sur quoi Haïti s'est engagé à effectuer dans un délai bien spécifique. Il y avait une question? Oui, bonjour, je suis Raphaël Jean du cabinet Abdelrazak et Associés. Ma question c'était, étant donné que vous avez un plan d'action, est-ce que la Banque centrale est satisfaite jusqu'à présent de ce qui est effectué? Et autre chose aussi, par rapport, vous avez dit le plan d'action est disponible sur le site GAFI, mais Haïti, on est très pathétique. On n'est pas technologique du tout. On peut voir ça dans les bureaux étatiques. Par exemple, on se sert toujours du papier, le crayon. Il y a des bureaux qui n'ont même pas d'ordinateur. Bon, et même pour les moniteurs, ils ne sont même pas disponibles en ligne lorsqu'il y a des lois qui sont publiées. Donc, on voit tout ça. Donc, je voulais savoir, moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y avait une liste grise.
et je ne savais pas qu'Haïti faisait partie, était sur la liste grise. Donc, on est là pour remédier à cette situation. Est-ce que ça a été publié ou encore on a fait peur de ça avec les institutions, puisque l'État assure sa liste, nous avons le ministère du Commerce, il y a une liste pour les associations, au barreau il y a les avocats, tout ça. Est-ce qu'il y a un suivi particulier qui a été fait avec chaque institution pour qu'on puisse vraiment sortir de ça? Parce que moi-même, personnellement, bon, presque chaque jour, on a d'autres ministres. Nous sommes dans un vide législatif actuellement. Il n'y a pas de président, il n'y a rien de ça et on ne sait pas. Oh, il y a un trouble. Okay. Donc, est-ce que ce ne serait pas possible de mettre avec le ministère de la Justice des agents pour veiller à la conformité des institutions pour que Haïti puisse vraiment remonter à la pente, pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise, sortir de la liste de crise et avancer réellement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien de tout ça. Donc, et je suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres associations qui ne savent rien du tout. Donc ça, c'était ma question. Parce que nous avons besoin de plans réels, nous avons aussi besoin des objectifs atteignables. Parce qu'on ne doit pas être bon, dans un monde utopique aussi. Ça a été très difficile. Merci. Je dois dire, tout d'abord, je pense que la démarche de ce matin rentre dans la communication, la sensibilisation de tout un chacun, de toutes les parties aussi. Et c'est vrai qu'il est difficile pour certaines personnes, je dirais, ou certaines entreprises, ou d'avoir accès à l'information en Haïti. Mais cependant, on peut passer à travers les associations. Si je prends par exemple, vous, les conseillers juridiques, les avocats, il y a la Fédération des barreaux, etc. C'est pour ça que nous essayons de contacter tous les acteurs pour qu'ils sachent, voilà dans quelle situation nous sommes. Par ailleurs, en Haïti, on a ce qu'on appelle un comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs. À travers ce comité, le secteur privé est également représenté. Il n'y a pas uniquement le secteur public. Par exemple, l'APB est membre de ce comité. Il y a des associations telles que l'association de microfinance, il y a les notaires qui sont représentés ou d'autres associations du secteur privé qui siègent au comité national de lutte contre le blanchiment. Je vais prendre l'exemple de l'APB avec qui nous avons beaucoup travaillé. Nous, à la Banque centrale, nous siégeons également à ce comité. Ce qu'on fait, c'est que le représentant de l'APB qui siège au comité a toutes ces informations dont nous parlons ce matin. Et lui, il s'assure de transmettre à travers son association, donc à travers les membres, tout ce qui arrive, tous les développements, les progrès. Donc, les membres sont au courant à travers un représentant. Donc, c'est possible avec la loi sur le blanchiment de voir qui est impliqué ou intéressé directement. Et c'est ce que fait, par exemple, aujourd'hui la Banque centrale, c'est d'essayer, le gouverneur l'a souligné, on a contacté, par exemple, les associations de magistrats, c'est de parler à des acteurs qui sont impliqués beaucoup plus directement pour sensibiliser et s'il le faut pour voir comment faire de la formation, comment faire passer le message. Donc on passe directement à travers des associations. Malheureusement, on peut avoir des secteurs où il n'y a pas d'association. Par exemple, pour le secteur immobilier, je ne pense pas, je ne sais pas s'il y a des associations. Pour cela, on va se retourner et on se retourne vers les chambres de commerce pour pouvoir atteindre le plus de personnes que possible. Comme on l'a dit tantôt, on a un plan d'action. Le plan d'action ne nous a pas été imposé. Nous avons discuté de ce plan d'action avec le GAFI. Ceci n'a pas été imposé par Haïti. Donc maintenant, ce que nous faisons, il y a un mot qui est hyper important, c'est la coordination.
dans le cadre d'une coordination nationale des institutions du secteur public, Banque centrale, ministère des Finances, ministère de la Justice, etc., ainsi que des associations du secteur privé, nous essayons de coordonner toutes les actions, donc d'avoir comme on a un plan d'action maintenant qui sort, qui découle de ce plan d'action qui a été mis en place conjointement avec le GAFI pour atteindre les objectifs. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, nous n'avons pas le droit à l'échec parce que nous avons cette responsabilité individuelle et collective de prendre toutes les mesures. Et je voudrais souligner aussi que ceci n'est pas un exercice sur 2 années par rapport au plan d'action. Loin de là. C'est un exercice qui est permanent. Améliorer votre dispositif de lutte, prendre des lois, mettre en place des règlements, changer de comportement, ce n'est pas uniquement on va sortir de la liste, donc on va faire un maquillage, on va boucher des trous, et puis on sort de la liste, et puis bravo. Non, parce que le pays est évalué sur un cycle aussi. On vient évaluer Haïti. Donc lorsque le pays est évalué, on regarde une partie qui est la conformité technique. Est-ce que nos lois sont en harmonie avec les normes internationales? Et ensuite, on regarde ce qu'on appelle l'efficacité. Est-ce que nous mettons en pratique, en application, ces lois? Donc, c'est un exercice qui sera permanent. Merci. Je vais juste ajouter un petit bémol ou un encouragement sur la question. C'est vrai, la porte est ouverte aux associations pour participer à de nombreuses choses, comme le CNLBA par exemple. Mais encore faut-il que les représentants de ces associations participent effectivement, viennent aux réunions. Je suis là, comme j'ai mentionné d'ailleurs, sur 3 qui demandent la participation du secteur privé, dans 2, enfin un où je représente l'APB aussi. Eh bien, je regarde les autres membres, certains secteurs sont pratiquement absents. Donc, et ça prend toute une procédure pour pouvoir les encourager à venir, porter à venir, demander qu'on les remplace et autres. Donc, quand on n'est pas au complet, ça rend le fonctionnement beaucoup plus difficile. Donc, s'il y a un travail que vous pouvez faire justement immédiatement, c'est de s'assurer que vous avez un feedback de la participation de votre association au sein de X ou Y organisation. Le CNLBA, je dois dire, est un groupement assez important et influent. Il a un rôle concret dans le dispositif de lutte anti-blanchiment. Donc, il faut que les associations générales s'assurent de votre participation effective au sein de ces groupements et comités et autres. Parce que vous avez des intérêts à défendre. Vous pouvez être surpris de voir sortir une loi et qui va à l'encontre des intérêts de votre organisation. Tough luck, vous avez été absent. Et à ce moment-là, les décisions se prennent sans vous. Donc, je compte sur vous pour pouvoir encourager des participations effectives. Donc, à titre de rappel, je répondrai à madame que le champion de cet exercice devrait être le ministère de la Justice. Cependant, face à l'instabilité que nous vivons, la Banque centrale et l'APB et la AmCham a pensé qu'il était judicieux d'organiser cette rencontre de façon à sensibiliser le monde des affaires, parce que nous serons directement frappés s'il y a des sanctions, et de façon à ce que vous sachiez qu'il existe des associations qui sont responsables de travailler afin que nous sortions de cette affaire. Donc, votre responsabilité est d'exiger que vos associations respectives participent à ces rencontres de façon à ce que vous voudriez qui sorte comme loi, que la législation reflète ce que vous voulez, mais aille dans le sens de la conformité également. Donc, nous allons prendre une dernière question s'il y en a, et nous allons clôturer la session d'aujourd'hui. Question? Une dernière? OK. Eh bien, merci, Erika. Déborah, à l'absence de questions, je vais juste te dire un mot. Ce que j'avais dit au début, sachez que
la démocratie, le développement, le succès ont un prix. Notre société doit être prête à payer ce prix si nous voulons aller de l'avant. Fondamentalement, ce pays a un problème d'emploi, de création d'emplois. Et pour obtenir ça, vous devez constituer un cadre qui soit accueillant à l'investissement en général. Donc, c'est l'invitation citoyenne que je vous fais. Merci. Mesdames, Messieurs, au nom du conseil d'administration de l'AMCHAM, j'aimerais d'abord remercier le gouverneur de la BRH, M. Jean-Baden Dubois, M. Michel Delerme et M. Maxime Descharles, pour avoir pris le temps d'être avec nous ce matin et de partager leurs connaissances sur ce sujet important, capable d'influencer le futur financier d'Haïti. J'aimerais également remercier nos sponsors qui ont supporté cette initiative, la Unibank, la Sogebank, la Sogebel, la Citibank et Access Haïti. Un remerciement spécial à notre modératrice, Mme Deborah Stark, et à Tara Bourjoli pour son support dans l'organisation de cet événement. Enfin, un grand merci à vous tous qui avez fait le déplacement pour être des nôtres aujourd'hui. Notre objectif en organisant cette présentation était surtout de permettre de conscientiser chacun de nous sur les enjeux importants et conséquences possibles qui nous attendent en tant que pays si les actions nécessaires pour redresser la barre ne sont pas prises le plus tôt que possible. En ce sens, nous espérons que les informations partagées aujourd'hui serviront à éduquer et à sensibiliser les acteurs de manière à ce que nous choisissons le chemin du redressement. Merci encore pour votre participation. Et je vous attends, on a servi une collation et je vous invite à faire connaissance avec nos membres. Merci.